Alors, merci de nous retrouver dans cette reprise du débat de reporter. Vous vous souvenez, le dernier numéro, c'était à Abuja avec Fama Dione, il y a cela au moins 2 ans. Pour cette reprise, nous sommes avec notre consoeur Adjima Jiguen Samb, une voix que vous avez souvent l'habitude d'entendre. Aujourd'hui, c'est l'occasion de mettre un nom et un visage sur cette belle voix. À chaque fois qu'il y a un événement majeur au Sénégal, c'est elle qui fait la bande-annonce. C'est un plaisir donc de le recevoir sur ce plateau du débat de reporter. Adjima Jiguen Samb, bonsoir. Bonsoir Khalifa Babacar. Alors je l'ai dit, ce sera l'occasion pour les internautes de Actuel 221 de mettre un visage et un nom sur une voix magnifique qu'ils ont l'habitude d'entendre. Qu'est-ce que ça fait déjà aujourd'hui au lieu de poser la question, d'en répondre? Déjà, vous me permettrez de saluer tous les internautes, également te remercier pour l'invitation. Et merci encore du compliment parce que vraiment tu fais partie de ces personnes-là qui ne cessent de m'encourager pour que je puisse donner le meilleur de moi-même et puis dépasser mes limites. Tu fais partie de ceux qui croient en ma voix. Je ne vois vraiment pas en quoi elle a de si spécial, mais bon. Mais pourtant, bon, si vous le dites. C'est un réel plaisir de le dire et c'est un petit peu bizarre aussi de se mettre de l'autre côté de la caméra parce que d'habitude on est derrière avec le micro à poser des questions et aujourd'hui on est devant donc on espère sincèrement être à la hauteur des attentes. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui seront soulevées durant ces 25 minutes du débat de reporter. Je vais rappeler déjà le concept. C'est l'occasion d'amener sur le plateau ces reporters-là, vous qui êtes toujours sur le terrain, en contact direct avec l'information, les événements, les conférences de presse, les points de presse, tout. C'est l'occasion vraiment de nous expliquer et votre parcours, tout cela, comment ça s'est passé. Alors, ce sera intéressant de savoir que les journalistes que nous entendons à la télé, à la radio, dans la presse écrite, de voir quel est leur parcours. Quand on parle d'Adjima Jiguen Samb, c'est l'éducation, c'est l'école primaire, l'université et autres. On va commencer par l'école primaire. Comment est-ce que, où est-ce que tu as fait tes études? Alors Adjima Jiguen Samb, c'est une petite lébou de père et de mère également qui est née et grandi à Rufisque. J'ai fait mes humanités là-bas, notamment à l'école élémentaire et la Ousmane Meng. C'était une école juste en face de Rufisque, de Dangonan surtout. C'était juste en face de chez moi et puis je me rappelle que j'étais tout le temps la plus petite de ma classe. Et ça m'a suivi même jusque dans mes études supérieures. Même au niveau master, j'étais tout le temps la plus petite de ma classe parce qu'à l'époque, c'était rare de voir des élèves entrer dans le cycle primaire élémentaire à l'âge de 85 ans et c'est ce que j'ai fait. Du coup, ça s'est répercuté sur tout mon cursus. Et souvent, tu étais certainement la plus belliqueuse. Ça, c'est vrai parce que bon, les plus petites, en général, elles ne sont pas vraiment tranquilles. Toutes les embrouilles. Toutes les embrouilles. Donc, du coup, c'était la petite fille qui gérait un petit peu le gang de la classe. Tout le temps quand il y avait des problèmes, c'était Madji derrière. Tout le temps quand il y avait des bavardages, c'était elle qui était derrière. Voilà, toujours impliquée. Et pourtant, quand le prof ou le maître finit par châtier ses camarades de classe, je jouais la Sandrito, je crois. Comme une innocente. Voilà, j'étais toujours comme la plus petite. Donc je vais venir dire, mais je n'ai rien à voir, monsieur. Ça, c'est les études primaires que tu as fait exclusivement à Rufisque. À Rufisque et même le moyen secondaire parce qu'après je suis partie au collège Mawar Sen Wali. Après j'ai été au lycée moderne. Je me rappelle quand on était au collège, pour faire notre cours d'éducation physique, il nous fallait aller au champ de courses de Rufisque, là où on fait les courses. L'école n'en disposait pas? Non. Du coup, on passait devant le lycée moderne. C'était tout neuf à l'époque. Moi, à chaque fois que je passais devant, je rêvais de faire mes études là-bas. C'était tout neuf, c'était moderne. Ça répondait à son nom. Et puis, c'était un lycée d'excellence. À l'époque, on nous disait que quand tu n'avais pas une moyenne de 12, tu ne pouvais pas rentrer dans ce lycée-là. C'était une motivation pour Une motivation de plus pour nous et pour mes camarades de classe à l'époque. Parce que je me disais qu'il fallait coûte que j'y passe. C'était un défi à relever et puis on l'a fait, on y est allé et heureusement
par la grâce d'Allah, on a fait juste 3 ans, le cycle, le temps nécessaire pour faire le moyen secondaire là-bas, et puis on est parti avec le bac. La première et la terminale. Donc le bac, c'est dans ce lycée-là? Ouais, j'ai eu mon bac au lycée moderne de Rufisque. Et après, bonjour, le monde universitaire, on est bachelier, oui. On a un certain niveau. Est-ce que le fait de faire du journalisme, ça a été un choix personnel, ça a été une ambition que tu as nourrie depuis un certain temps, ou bien tu as été influencé soit par une journaliste ou quelqu'un de la famille? Bon, il faut savoir que l'année à laquelle j'ai eu le bac, c'était l'année des remous à l'université. Donc du coup, je voulais certes une orientation dans un établissement public, que ce soit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou bien à l'UGB. Certainement, mais bon, comme il y avait des remous, il y avait tout le temps des grèves, mes parents ne voulaient pas me laisser y aller. C'était en quelle année? 2013. Donc, beaucoup de grèves, et puis ça a perturbé le cursus de plusieurs étudiants. Du coup, comme mes parents voulaient m'épargner ce sort-là, ils ont décidé de m'inscrire en journalisme à l'ISEC, à l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion. Certes, le nom de l'école, c'est plus orienté vers gestion, comptabilité et tout, mais je vous assure, ils ont formé d'excellents journalistes. Il y a beaucoup de journalistes du Landerneau médiatique qui sont sortis de cette école-là. Non, moi-même. Voilà, et plusieurs noms que je pourrais citer. Voilà. Donc, après le bac, moi, j'étais plus orientée vers les matières scientifiques. J'aimais les maths. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, malgré le succès que tu connais déjà dans ta carrière, le journaliste, ce n'était pas un premier choix pour non, ça. Vraiment pas. Dans ma famille, il n'y a que des comptables et puis des financiers. Moi, je voulais suivre cette voie. Je voulais être banquier ou bien faire banque finance. Mais comme déjà au lycée, je faisais partie du club des bâtons. Ah d'accord, c'est quoi exactement? C'est un club des élèves qui ont été choisis de par leur éloquence, leur façon de parler, tout ça. Ils allaient représenter l'école dans un concours de débat. Donc de la seconde jusqu'à la terminale, je faisais partie de ce club-là. Et puis à la classe de terminale, on est allé jusqu'en finale. Malheureusement, on n'a pas gagné. On ne sait vraiment pas pourquoi. Jusqu'à présent, moi, cette interrogation, je n'arrive pas vraiment à décrypter l'équation. Parce que vous avez été pertinent durant cette compétition. Tout le monde me disait, mais bon, jusqu'à présent, ça n'arrive pas à passer. Effectivement. Ça va bientôt faire 10 ans. On peut dire que le journalisme, pour toi, c'était certes un choix, mais dicté par une situation. Voilà, c'était pertinent pour les autres. Hein. C'était un choix pertinent pour les autres. Alors que moi, je voulais juste faire être dans la finance. Voilà. Mais il y avait mon prof de français qui m'a suivi de la première jusqu'à la terminale, qui a conseillé à mes parents de m'inscrire en journalisme, soi-disant à l'époque, parce qu'elle m'y voyait bien. Il y avait déjà des préjugés. Voilà, il y avait les prémices. Donc, il a eu raison sur voilà. Et comme mon père ne voulait pas que j'aille à l'université, un beau jour il est allé, ça en aval, hein, il est allé m'inscrire. Ah bon? Après, le lundi suivant, il me disait... faut que tu m'accompagnes au bureau aujourd'hui. J'ai dit, mais c'est très tôt, c'est matinal. Qu'est-ce que je vais aller faire dans ton bureau? Il m'a dit, mais il faut qu'on y aille. D'accord. Alors la destination, c'était ISEC, Sacré-Cœur. Il me laisse là-bas, il me dit, bon, je te laisse avec votre directeur des études, là, il va t'expliquer comment ça va se passer. Le contenu de la formation. Moi, en entrant dans l'école, je ne savais vraiment pas quelle filière est-ce que j'allais suivre. C'était ton premier cours, en plus, le premier contact avec l'établissement. Je te jure, et il y avait les cours magistraux, comme on dit, que l'on faisait à l'amphithéâtre. Le tronc commun là. C'était vraiment, c'est incroyable la surprise que j'ai eue ce jour-là, je vous dis. C'était mon premier jour et on m'a mis au hot chair. C'était un débat d'idées, on va dire, mais ça se passait à l'amphithéâtre. Il y avait des centaines d'étudiants. Mon premier jour, le prof d'anglais, il me met devant l'amphithéâtre, devant tous les étudiants. Beaucoup d'étudiants, certainement. Il me demande de faire un débat en anglais. Ah bon. Mon Dieu. C'était pas évident, j'espère. Pas du tout. Certes, je faisais partie du club d'anglais, oui, mais le trac que tu as quand tu es devant... Même à ISEC, ça s'est prolongé, hein. Tu étais dans oui, certainement, mais c'était pas évident en fait pour une étudiante. Effectivement. Qui venait juste de quitter le lycée pour venir parler en public, c'était pas évident. Surtout quand on connaît toute cette pression-là qu'il y a à être devant
beaucoup de personnes, c'est pas évident, même pour les journalistes. En plus, tu connais l'amphithéâtre de l'ISEC. Effectivement, voilà, il y avait énormément d'étudiants, c'était pas évident du tout pour moi de tenir ce débat-là. Pour voilà, ce qui était devenu aujourd'hui, la formation a commencé à l'ISEC. C'était pour combien de temps? 3 ans jusqu'à la licence? Ouais, je voulais faire la licence et le master. Mais malheureusement, bon, à ma 3e année de formation, c'est à la 2e année que j'avais déjà commencé les stages. Du coup, c'était pas très évident de pouvoir jongler entre les deux. La formation et l'expérience. Même ma 3e année, j'ai raté énormément d'heures de cours juste à cause du stage que je faisais à la RTS. D'accord. On va y revenir sur ça, sur la formation professionnelle. Mais déjà à ISEC, la formation journalistique, voilà, en résumé, c'est quoi le contenu? C'était l'orientation, parce qu'on parle de journalistes de télé, de radio, de presse écrite, de presse en ligne. Voilà, comment s'est fait cette formation? Comment est-ce que tu t'es décidé à suivre la télé, par exemple? Déjà, pour la première année, on nous dit que c'est un tronc commun. Donc, hormis les matières de base du journalisme, on faisait également d'autres matières comme l'économie, les statistiques, la comptabilité, avec toutes les autres étudiants des autres filières. Donc, du coup, à l'ISEC, on te donne déjà les bases, certes, du journalisme, mais on t'aide déjà à t'orienter vers d'autres domaines, parce qu'on sait que le journalisme, il touche à tout. Donc, même après la formation, quand tu obtiens ton diplôme et que tu veux t'orienter vers le social, vers la santé, vers l'économie, tu avais déjà appris les bases à l'ISEC. Tu étais déjà préparé à ça. Voilà. Donc, du coup, je me rappelle, à la première année, c'était 23 matières qu'on devait faire à l'année. Il y avait tout dedans, certes radio, pratique radio, presse écrite, pratique presse écrite, la télé également. On avait même fait des cours de presse en ligne parce que c'était l'avènement de la presse en ligne. Donc du coup, c'était assez complet. Moi, je suis assez fière de cette école, en fait, d'être sortie de cette école où la formation est assez complète. Qui est donnée à ISEC, non seulement sur le journalisme, mais d'autres filières. Alors là, les 3 ans finis. Voilà, déjà, tu m'as dit que depuis à l'école, tu étais déjà dans la formation professionnelle. L'expérience professionnelle que tu as reçue, voilà, quel est le parcours? Quels sont les médias que tu as eu à fréquenter? Bon, déjà à la 2e année, je me rappelle, pendant les vacances de la première année, je me disais que j'étais assez fatiguée parce que j'ai tout enchaîné. 23 matières. Voilà, c'est pas difficile je vais de aller me ça reposer, passer de bonnes vacances en famille avec des amis trucs. Mais je me rappelle, à chaque fois que j'appelais les camarades de l'école, ils me disaient non, j'ai pas le temps parce que je suis en stage. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Parce que le seul à... J'étais larguée parce que de toute la classe, j'étais pratiquement la seule qui n'avait pas réussi à décrocher de stage. Tous les autres étaient occupés. Du coup, je me suis dit, à partir de cette année-là, c'est fini les vacances. Je fais mes cours pendant l'année académique et pendant les vacances, je vais aller faire des stages. Heureusement, avant même la fin de la 2e année, comme notre directeur d'études nous avait déjà placé quelque part, certes, c'était une radio communautaire à HLM Grand Yoff, c'était Safina FM. Beaucoup d'étudiants de l'ISEC sont passés par là-bas et c'est une très bonne radio. Je vous assure. Ça permet d'avoir les premières bases de... Voilà, moi je ne cesse de le dire aux jeunes reporters, il faut tout le temps commencer par les radios communautaires parce que là-bas tu apprends énormément. Certes, on te laisse livrer à toi-même, mais c'est l'occasion pour toi d'apprendre de nouvelles choses. C'est de pratiquer réellement. Et de pratiquer, voilà. En plus, là-bas, les fautes, on te les pardonne. Contrairement à un média qui est vraiment suivi, quand tu fais des fautes, non, mais je t'assure, ça va faire le tour du monde. Oui, effectivement. Souvent, quand on accepte plutôt à un gros média, en parenthèse, voilà, il y a des choses qui manquent. Voilà, il y aura tout le temps des lacunes alors qu'on aurait pu les éviter si on gravait les échelons. Voilà. Donc moi, j'ai fait Safina FM. Par la suite, je voulais intégrer les grands médias, comme tu dis. Après, je suis partie à la RTS. Voilà. Il me fallait coûte que coûte aller dans un grand média. Donc j'avais ciblé la RTS et voilà, j'y suis arrivée. J'étais acceptée, ma demande a été acceptée en tant que stagiaire à la radio, RSI, Radio Sénégal International. Et après... Là-bas, c'est l'ancienne école. Moi, RTS, j'ai l'habitude de nommer la RTS Kër Gu Mag Gi. Voilà, la maison mère.
On y va à l'ancienne, hein, parce que là-bas, il y a toujours les papiers beefsteak sur lesquels on écrit. Alors que moi, j'avais déjà l'habitude de travailler avec mon téléphone, l'ordinateur et tout. Mais là-bas, on nous impose d'écrire. Et puis, je me rappelle, à mes débuts, j'avais comme maître de stage François Xavier Thiaw. Ah, d'accord. En fait, voilà, c'est des doyens avec Thior également. Eux, ils ne me pardonnaient absolument rien. La moindre faute que je fais, non mais je le paie pendant une semaine. Je sors pas déjà et je passe la journée à écrire des brèves. Ma première semaine, les 3 premiers jours, j'étais là, ils me demandaient d'écrire des brèves, j'en faisais encore et encore. Je viens, ils me corrigent, ils me disent que c'est bon. Moi, j'espérais pouvoir sortir le lendemain, aller sur le terrain faire des reportages. Ils me disent non, tu restes. En boîte. Je te jure. Ils me disent non, tu restes. Tu vas rester dans la rédaction et écrire d'autres brèves pendant 3 jours. Après, finalement, je me suis dit, est-ce que ça avait de l'intérêt de venir ici parce que je fais absolument rien. Alors qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, c'était là les bases de la formation. C'était leur façon à eux de me bijoter parce qu'ils savaient que j'ai l'envie de voilà, j'avais cette fougue-là de sortir et de me dire je suis reporter de la grande maison. Et que les parents à la maison puissent capter la radio et écouter. C'était surtout ça. Parce que quand on est novice, on veut tout le temps se faire entendre partout. Mais bon, après, pendant le 4e jour, je leur ai dit que je veux sortir. Je suis venue leur dire comme ça pendant la réunion. Ils me disent ok, t'es assez audacieuse, on va te laisser cette chance-là. Ils m'ont mis en rapport avec un reporter. Le vendredi suivant, c'était pareil. Lundi, je leur ai dit que je voulais sortir seule. Et je leur remercie de passage parce qu'ils m'ont assez fait confiance. J'ai trouvé des stagiaires là-bas. Pendant 3 mois, ils ne sont jamais sortis. Ah bon. Pendant 3 mois, ils n'ont jamais été en direct sur les ondes de RSI. Alors que moi, j'ai eu cette chance-là. Je pouvais sortir seule, aller couvrir des événements seule, revenir restituer les événements, donner l'information telle qu'ils le voulaient, en conformité avec leur ligne rédactionnelle. Voilà. Et puis, j'ai été également garante de leur confiance pour présenter les brèves en direct à RSI. Voilà. Ça, c'est sur tout le réseau synchronisé. Donc là, c'est la première expérience professionnelle que tu as eue. Et après? Oui, pourtant même à Safina FM, j'ai été très tôt responsabilisée. Ah d'accord. Parce que j'ai à peine fait 1 mois là-bas qu'on m'a mis à la présentation du grand journal. D'accord. En français surtout. En français. Moi, je comprends vraiment pas leur. Bon, la radio, on dit, hein, c'est d'abord la voix. Voilà. Mais je me rappelle à Safina, la première fois que j'ai présenté, j'avais la voix tellement petite. Ah bon? Il y avait un auditeur qui appelait et dit mais c'est quoi cette petite fille que vous avez mis à l'antenne? Ça, c'est une voilà. Donc du coup, parfois je sortais, je pleurais parce que je me dis les gens ils comprennent pas tous les efforts que je fournis pour pouvoir être à la hauteur, mais bon, il le fallait. Travail qui est fait derrière pour le produit fini à la radio. Ouais. Après, Safina, RSI, RPS, en général, j'ai été à FEM. FEM FM. La radio de Kumbagaolo. Elle a dit quoi? La radio des femmes, des enfants et de la musique. Ouais. Tout le monde nous taxait d'être féministe, mais bon, c'était pas ça, il y avait des garçons. Je me souviens, moi, à l'entretien, c'était déjà la conception que j'avais de la radio. Voilà, c'est la vision que tout le monde se fait de cette radio. C'est une chaîne généraliste comme tout le monde. Déjà, le rédacteur en chef était un homme. Son adjoint était un homme. Voilà, le directeur de la rédaction, c'était un homme, donc voilà. C'était juste une ligne éditoriale. Voilà, et finalement, les gens l'ont compris. Ouais, mais... Et à FEM, ce fut une belle expérience. C'est là-bas qu'on a découvert Adima Djigen Sambo beaucoup plus prête, audacieuse et voilà, avec une merveilleuse présentation. Mature, on va dire, avec la voix un petit peu mature, parce que c'était plus aussi aigu que... C'était plus la petite fille qui parlait à la radio. Voilà, j'avais réussi à avoir des personnes... L'expérience a commencé à payer déjà. Voilà, j'avais des encadreurs qui m'ont coaché et ont coaché ma voix. Et finalement, j'arrivais à faire baisser le timbre aigu, là, voilà, et de sortir une voix assez grave.
à travers les reportages, à travers la présentation des journaux, les dossiers que je faisais. Je faisais tout en fait et je m'entraînais énormément. Je faisais beaucoup de voix durant la journée. Même quand je finissais mes reportages, je voulais rester à la rédaction histoire d'écrire des textes, faire des voix. Je m'appliquais même à faire des analyses, des chroniques, alors que j'étais petit reporter. Ça, c'est l'audace et la maturité. Voilà, parce que je voulais tout le temps dépasser mes limites. Je voulais pas être cloîtrée là où on laisse les jeunes reporters. On se contente juste de faire des comptes rendus, des reportages de 1 minute 30 et de s'en suffire. Non, moi je voulais tout le temps dépasser les limites. Je voulais tout le temps arriver à un stade où j'allais concurrencer avec les grands, on va dire. Ça, c'est l'ambition voilà, qui est née depuis le passage. Je me rappelle, à FEM, c'était la présentation du journal à 12h, je pense. 12h. Et l'émission thématique là sur l'éducation. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux aspects-là? Ouais, c'était le véritable travail. La rubrique Mon école. C'était déjà moi j'aime les enfants. Donc du coup quand on parle d'éducation, j'étais toute oui, je voulais coûte que coûte animer cette rubrique là, être en contact avec les enfants, surtout revenir sur les mots de l'éducation parce que dernièrement, ce n'est même pas dernièrement, c'est depuis ces 2 dernières décennies. Il y a beaucoup d'observateurs qui sont en train d'alerter sur le niveau des élèves, sur les conditions d'études, que ce soit pour l'école élémentaire, le moyen secondaire et même pour l'enseignement supérieur. Toute la chaîne. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y avait des décisions, je ne vais pas incriminer les gouvernants, mais parfois les décisions impactaient négativement sur le secteur. Et puis c'était l'occasion pour moi de contribuer en quelque sorte à dénoncer surtout cette situation parce qu'il fallait agir. Il fallait agir. Et puis jusqu'à présent, on voit que les choses ne s'arrangent pas. N'évoluent pas. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a ces émissions thématiques-là, comme ce que tu faisais? Il n'y en a pas beaucoup sur la presse. Les journalistes préfèrent se faire distinguer sur la politique, sur l'économie et autres. Tu avais très tôt choisi de parler d'éducation. Est-ce que ce n'est pas un parent pauvre de nos médias? Certes, parce que maintenant c'est très rare d'entrer dans une rédaction et de voir qu'il y a un desk éducation. Qui est exclusivement consacré soit à l'éducation tout entière, soit à la lecture, la poésie, la littérature. Avant même d'en arriver à l'émission, tu vas avoir des desks politiques, desks environnement, il n'y aura pas de desk éducation. Et pourtant, c'est Kebama le disait, la base du développement de certains pays, c'est l'éducation. Il faut s'assurer de donner cette bonne orientation-là à nos jeunes, aux enfants, pour qu'ils puissent être de bons fruits demain. Parce que si on rate l'éducation de nos enfants, c'est fini. Regarde maintenant cette vague de violence qu'il y a, cette vague d'insécurité qu'il y a. Qu'est-ce qui est à la cause de ça? Déjà, on voit dernièrement dans les infos, on voit même des élèves qui sont allés un petit peu trop loin, se battre jusqu'à blesser son camarade de classe. Et puis il y a un autre qui est là à filmer. Au lieu d'intervenir. Et malheureusement, ça s'est passé chez moi à Karak. Tu vois? Donc c'est un événement malheureux. Voilà. En fait, moi je me dis, déjà, on ne donne pas le bon exemple à nos enfants. Donc, le minimum, le nécessaire, c'est de leur accorder au moins une bonne éducation. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, pour qu'on puisse s'attendre à avoir de très belles personnalités à l'avenir. Et ça peut se faire à travers des émissions comme Mon école. Moi j'exhorte les reporters et puis parce que c'est eux qui doivent prendre ces initiatives-là, proposer ça aux rédactions. Voilà. Quand on a un concept, on vient proposer ça à son rédacteur en chef ou chargé de production et ça peut être accepté. Et voilà, la production, c'est même si la hiérarchie n'accepte pas, il faut savoir s'imposer. Tu peux prendre en complicité avec un cadreur, tu peux aller tourner plusieurs numéros, le monter, voilà, leur donner le PAD pour qu'ils puissent apprécier après le résultat final. Donc c'est comme ça, à travers comme ça qu'il faudra s'imposer. Que tu donnes là aux différents reporters qui sont en train de nous suivre dans le débat de reporters. Il faut savoir s'imposer. Voilà, on a dit débat de reporter, on va passer à cette étape-là. Sinon, on risque de mettre ton passage à la RFM. Moi, j'ai été à la RFM et là-bas j'ai rencontré de très belles personnes, de très bons journalistes. Babacar Fall, Elhadji Ndiogou Diène, Macoumba Beye, Hadj Ndaté, que son âme repose en paix. Et ces Norouba, en fait, ce sont des personnes qui m'ont énormément marqué de par leur gentillesse, leur générosité. Ils ont été là pour moi
C'est incroyable. En fait, moi, je me dis, j'avais jamais cru qu'il Qu'est-ce que j'ai pouvait fait y pour avoir. bénéficier de ce... Voilà, j'avais jamais cru qu'il pouvait y avoir cette ambiance-là familiale dans une rédaction. Mais c'est là-bas que je l'ai connue, en plus avec Marie-Justine Diogo. Elle est technicienne, Ouais. on la voit pas, on l'entend pas, mais elle fait partie de ces personnes-là exceptionnelles qui ont accompagne fait les journalistes, dans la surtout les jeunes reporters. En plus, là-bas, à la RFM, tout le monde est membre de la famille, en fait. Tout le monde est sympa, tout le monde est assez prêt à t'aider, toi, en tant que jeune reporter, t'accompagner pour que tu puisses aller de l'avant et donner le meilleur de toi-même. Là, Junior, je me rappelle, moi, je ne suis pas du tout sport. Et un jour, il t'est impliqué dans ces... je te jure, il m'a amené à l'entraînement des Lions de basketball. Ah, d'accord. Il y avait un mot qui m'échappait. Une fois de retour à la rédaction, il m'a demandé, comme j'avais pas assez de temps pour faire un PAD, il me demande de le rejoindre directement dans le studio. C'était à l'occasion du journal avec El Hadj Assane Gueye. Donc il me dit, tu dois restituer la chose telle qu'elle met en Wolof. Déjà, moi, mon Wolof... C'est un Wolof certes lébou, mais bon. C'est un Wolof lébou, mais mon vocabulaire n'est pas aussi développé que ça en Wolof. Donc du coup, il fallait traduire tout ce que j'avais déjà en tête en français en Wolof. La transcription, ça ne se fait pas facilement avec moi. Donc au moment de parler du kinésithérapeute, non mais je te jure, j'ai été à l'antenne, j'étais là, non mais à souffrir carrément. Finalement, je ne sais même plus comment j'ai pu parler du kinésithérapeute et tout ça. Je me souviens, tout le monde appréciait cette voix qu'on entendait souvent dans les grandes éditions de la RFM, notamment dans les éditions de 13h et de 12h même. Ouais, le soir, parfois. On entendait cette voix de Adjima Djiguène Samb qui est, on peut le dire, qui est faite pour la radio. Et aujourd'hui, voilà, tu t'excelles bien à la télé, à cette TV, je pense qu'on va bien terminer sur ça. Après la RFM, voilà, comment est-ce que tu as intégré ce média-là de cette TV? Déjà, quand Maïmouna m'appelait, cette TV n'était même pas encore connue parce qu'on n'avait même pas encore démarré les programmes. Mais il y avait déjà le site AZ Actu et la maison de production 3M Universel. Donc du coup, quand elle voulait lancer la télé, elle a fait un recrutement massif, elle a appelé beaucoup de reporters. Moi, à ce qui paraît, elle m'entendait à la RFM. Et elle voulait m'avoir dans son équipe. Donc du coup, c'est Anna Rocha qui nous a mis en rapport. Maïmouna, je l'ai appelée, je ne sais pas, tout ça s'est fait en 3 jours seulement. Je l'ai appelée, elle me dit le lendemain tu viens à un rendez-vous. Quand je suis arrivée, elle me dit tu commences demain. Donc il avait certainement des avis favorables à toi. Voilà, et elle savait déjà qu'elle me voulait dans son équipe, donc c'était assez facile pour moi. Mais le défi était le challenge de travailler pour la télé. Parce que moi, tout mon cursus professionnel, là, c'était à la radio. À chaque fois, c'était à la radio. À chaque fois, c'était à la radio. Donc pour moi, la télé, c'était quelque chose de nouveau. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Pour un journaliste de télé, il faut forcément faire carrière à la radio d'abord pour venir. Oui, c'est ce que les gens disaient, mais j'avais beaucoup d'appréhension parce que moi, déjà, j'aime pas paraître. Et ça, c'était le premier blocage, ça. Grave même. Du coup, quand on est venu, je me disais, je veux être reporter. Elle me dit, mais tu peux faire des essayages, faire la présentation. Je dis, je veux être reporter. À chaque fois, on faisait des training. Un jour, elle nous a surpris, avec Mamadou Aoudia, on faisait le training présentation et tout. Elle est venue, elle a débarqué comme ça sur le plateau. Elle a vu ce que tu faisais certainement. Mon cœur, là, ça a battu la chavale. Après, je me suis dit, reste concentré et fais ce qu'il faut. Après, il m'a dit, mais pourtant, tu excelles dans la présentation. Mais je me dis, non. Moi, il me faut... Déjà, je suis assez novice à la télé, donc il me faut déjà m'adapter. Avec les reportages, avec les dossiers et tout, avant de pouvoir prétendre à la présentation au JT. En plus, c'était beaucoup plus complexe, parce qu'à la télé, il n'y a pas seulement la voix, il y a aussi le paraître. Voilà. Donc du coup, comme j'étais pas prête, je me suis dit j'allais rester reporter, donc je suis... Mais finalement, tu t'es lancée. Elle m'y a forcé, hein. Alors, Madjiguène, on va parler maintenant du travail proprement dit du reporter, voilà, du choix du sujet,
sur le terrain, au retour du traitement, dérochage et autres. Comment est-ce que cela se fait? Voilà, comment est-ce qu'on arrive à avoir dans le journal de 20 heures, par exemple, ce papier d'1 minute 30 là que vous faites pour les reporters? Quel est le travail que vous faites en amont? Alors, c'est un travail colossal. Parce que déjà, les papiers que vous voyez sur le journal, que ce soit de 13h, 14h ou même de 20h, pour arriver à ce résultat-là, le reporter, déjà, il est sur le terrain très tôt. Parfois même, il nous arrive de bâcler les réunions de rédaction juste pour pouvoir être en retard sur les manifestations, les rendez-vous et tout. Une fois là-bas, encore, le reporter est obligé d'attendre parce que, comme on sait, les Sénégalais, ils ne sont jamais à l'heure. On dit 9h, on commence à midi, parfois. Donc du coup, il faut s'armer de patience pour être reporter, surtout au Sénégal, parce que voilà, on respecte jamais l'heure que l'on donne. Du coup, nous, on se précipite, on essaie de bâcler la réunion histoire d'être à l'heure au rendez-vous. Une fois là-bas, même en retard, mais quand même, ça finit par commencer. Et puis, parfois, il y a cette masse d'informations qu'on te donne. Maintenant, c'est à toi de prendre l'essentiel et puis de le condenser dans un papier d'1 minute 30 seulement. C'est pas seulement dans ma rédaction, partout ailleurs, hein, je peux l'imaginer aisément. Il y aura tout le temps les directeurs. Certes des omissions, mais il y aura tout le temps les directeurs de la rédaction ou bien les red chefs qui vont te mettre la pression pour que tu ne dépasses pas les 1 minute 30. C'est sûr. Donc c'est primordial. Ça risque de faire un journal d'1 heure de temps. Voilà, ils te félicitent même quand tu fais moins d'1 minute 30. Donc du coup, parfois je m'appliquais, je m'essayais à faire des papiers d'1 minute. Parfois, ça me réussit, d'autres... de dépasser. 3 minutes. Presque les 3 minutes. Je double même le temps qu'on me donne, mais bon, souvent c'est à cause des parce dossiers. Parce que 1 minute 30, c'est trop peu. On a une marge, certes, mais c'est trop peu pour surtout traiter un ensemble d'informations qu'on a sur le terrain. Voilà. Comment est-ce que vous faites le choix là? Parce que, par exemple, couvrir l'actualité des enseignants, par exemple, c'est pas évident. Il y a combien d'informations qui sont souvent données par ceux qui organisent la conférence de presse? Surtout les versions peuvent différer, parce qu'il y a plusieurs syndicats, plusieurs intervenants, plusieurs parties prenantes. Voilà. Donc du coup, le reporter il se charge tout le temps de recouper l'information, recouper toutes les versions qu'il faut, et puis essayer de sortir un dénominateur commun. Effectivement, c'est ce qu'on tente de faire dans le débat de reporter. Mais est-ce que maintenant, dans les rédactions, il n'y a pas lieu de donner la possibilité aux reporters de revenir sur les autres aspects de l'information? Parce que, par exemple, si l'on choisit d'inclure 2 ou 3 informations sur le papier de 1 minute 30, on a laissé en rate 5 autres informations qui sont pourtant utiles à la population. Est-ce que dans les rédactions, on ne pourrait pas organiser d'autres... Mais les rédactions s'organisent maintenant, parce que ce sont des dossiers qui sont proposés dans le journal. Certes, il y a un sujet d'actualité, plusieurs aspects à relever. Donc pour chaque, on pourra choisir, on va faire un focus là-dessus. Pour chaque reporter, lui déterminer un angle de traitement de ce sujet-là. Certains vont aller vers une partie, par exemple, favorable, d'autres qui sont contre. Donc, et puis aller chercher un analyste pour synthétiser tout ça. On arrive à terme de l'émission. Presque, on va parler maintenant de cet aspect que tout le monde attend certainement. C'est Adjima Jiguen Samb, cette belle voix. Je ne cesserai de le dire. On entend souvent à l'annonce de certains événements, les reportages, les soirées de gala, les inaugurations de ces infrastructures-là, notamment le terre. Adjima Jiguen Samb, c'est cette voix qui a fait la voix off, la publicité du terre. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, d'avoir réalisé un tel d'avoir participé au moins à l'installation de ce terre-là qui connaît un succès. Parfois j'ai l'habitude de dire le terre c'est mon bébé. Effectivement. C'est mon bébé, je l'appelle ainsi parce que même si j'ai pas été là pendant les phases d'études et tout ça, mais depuis le début, on est en train de faire un travail colossal. C'est pas pour me jeter des fleurs parce que c'est une équipe entière. Il y a 3M Universel, il y a mon cadreur qui est également le monteur, Joël Mendy. Mais je vous dis, depuis le début jusqu'à maintenant,
on ne cesse de travailler là-dessus. Jusqu'à présent même, on continue parce qu'il y a la deuxième phase du terre. Mais c'était un travail colossal qu'il fallait faire. Tout le temps tourner et nous arriver. Une bonne découverte. Hein. Tu fais partie des premiers Sénégalais qui ont découvert le terre. Pas vraiment, tu sais, mais je suis la première à monter dessus. Hein. Mais ça part les techniciens. Voilà, mis à part les techniciens, donc j'étais la seule journaliste à bord du terre pendant les périodes d'essai. Et c'était tellement technique, tellement moderne. Ouais, mais voilà, ce sont des termes tellement lourds en fait pour un Sénégalais lambda de l'absorber. Moi, finalement, quand je parlais du terre, j'étais comme eux en fait. C'est comme si j'avais fait des études en ingénierie technique ou quelque chose du genre. Mais l'idéal, en fait, c'était l'objectif, je veux dire, c'était de pouvoir côtoyer ces ingénieurs-là, échanger énormément avec eux sur le projet terre pour pouvoir, moi aussi, pouvoir restituer, expliquer cela aux Sénégalais, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que le terre, à la base, c'était un projet vraiment critiqué. On n'y croyait pas. Personne Tout le monde pensait que ce n'était pas une demande sociale pour le Sénégal. Voilà, mais regarde maintenant le résultat, surtout pendant les premiers jours du mois de Ramadan. Et il faut s'en féliciter d'avoir participé à ça. Voilà, il y a tout le monde qui me dit, mais la fameuse voile, c'était toi, j'ai dit. À la mise en service de la phase 1, le train express régional Dakar-Diamniadio desservira 13 gares et haltes. Donc il y a tout le temps les gens qui me disent, mais c'est toi alors? C'est la même personne. Hein. Mais c'est bien en fait de pouvoir faire ces voies-là et d'être à l'ombre, parce que si on te reconnaît, c'est déjà fini. Maintenant toi, tu vas faire tomber mon voile, mais bon, c'est pas le grave. mystère au moins est tombé maintenant. On pourra désormais mettre un nom et un visage sur cette belle voie. Voilà, mais tout ça, ça n'aurait pas pu avoir lieu sans la confiance de Maïmouna Ndourfaye, parce que c'est à travers sa maison de production, 3M Universel, voilà, qu'elle avait signé un partenariat avec l'APEX SA, qui est maître d'ouvrage délégué de ce projet-là. Donc sans eux, j'aurais jamais pu travailler dans le train express régional jusqu'à en connaître ou à maîtriser ces termes-là. Voilà. Et c'est déjà la fin du débat de reporter, comme je l'ai expliqué à l'entame de mes propos. C'est l'occasion de donner la possibilité à ces reporters des différentes rédactions du pays de venir sur notre plateau, de revenir sur leur parcours, leur formation professionnelle et académique, que vous puissiez mettre un nom et un visage sur toutes ces voix que vous entendez lors des éditions d'information, notamment à la radio et à la télé. Déjà un dernier mot sur ce concept-là. Comment est-ce que tu trouves ça? C'est une bonne initiative ou pas? Très belle initiative, et puis c'est à encourager, parce que pour nos jeunes frères reporters, c'est l'occasion de s'inspirer du parcours de leurs prédécesseurs, savoir où mettre les pieds, savoir également qu'il faut toujours et pouvoir s'inspirer de ces aînés. On en a toujours besoin en fait, parce que moi à la base j'avais des personnes que j'avais déjà ciblées, des idoles dans le milieu du journalisme. Certes, il y en a certains qui ne sont pas du Sénégal, les Claire Chazal, Jean-Pierre Pernaut et autres là. Mais surtout, j'avais des grands présentateurs de TF1, effectivement. Je t'assure, je ne cesse de suivre cette chaîne. Mais Jean-Pierre qui est décédé récemment. Mais j'avais déjà des personnes qui étaient là, des journalistes qui ont fait, qui sont parmi les pionniers à se battre pour la liberté de la presse au Sénégal. Et je ne remercierai jamais assez PSK, Pape Samba Kane. C'est mon parrain. Il m'a énormément appris dans le journalisme, surtout ce caractère que j'ai maintenant, parfois que ça soit belliqueux ou pas, c'est grâce à lui, parce qu'il m'a dit il faut savoir t'imposer, Fifi, il faut savoir t'imposer. Donc du coup, j'espère que j'ai été à la hauteur de ses attentes, et puis de toutes ces autres personnes-là, ces belles âmes qui ont bien voulu avoir confiance en moi, jusqu'à me responsabiliser dans les différentes rédactions que j'ai eu à faire. Également, j'aimerais lancer un appel aux jeunes reporters, qu'ils puissent avoir confiance en eux, mais avec un certain bagage intellectuel quand même. On nous dit souvent il faut lire, il faut il faut avoir un certain bagage traîné avec soi pour qu'on puisse déjà te respecter quand tu intègres une rédaction, et puis qu'on puisse te faire confiance pour te responsabiliser. Et l'autre message, c'est à l'endroit de tous les Sénégalais, parce que depuis quelques temps,
On est en train de dire que les banques de sang au Sénégal sont pratiquement vides. Ah, d'accord. Donc j'aimerais bien leur lancer un appel pour qu'ils puissent aller donner de leur sang et puissent sauver des vies. On ne sait jamais parce que ça pourra toujours servir. Voilà, ça pourra toujours servir à un proche. Il pourra en avoir besoin même voilà. Au moment où on s'y attend le moins, donc souvent il y a des accidents, il y a des incidents, les personnes ont besoin de poches de sang pour subir des opérations, pour d'autres choses également. Donc allez donner de votre sang pour sauver des vies, c'est important. En tout cas, c'est un bon message. Déjà, tous les journalistes devraient avoir cet engagement social-là, parfois porter des causes comme ce noble cause, aller donner du sang, comme l'a dit Adjima Djiguen, Samb, notre consoeur. C'était le débat de reporter. Un grand plaisir que nous avons eu de recevoir Adjima Djiguen Samb pour ces 35 minutes d'échange, d'émission. Vous avez pu constater que c'est une personne qui a eu un parcours avant d'arriver à ce niveau-là, et ce message fort qu'elle a adressé à l'endroit des autres confrères reporters. Il faut s'armer de bagages intellectuels, d'un bon background pour se réclamer journaliste. Et je pense que ça, c'est un constat. Hein. On dit souvent il y a beaucoup de chroniqueurs, beaucoup de tels, mais bon, c'est à nous journalistes de mieux nous armer pour faire face aux téléspectateurs, aux auditeurs et autres. C'était le débat de reporter. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.